Au Soudan du Sud, Kiir et Machar ont repris langue pour tenter de sortir de l'impasse dans laquelle se retrouve le pays. La RDC, nous en parlerons également avec cette interdiction d'une marche de l'opposition contre la balkanisation du pays. On sera également au Nigeria pour parler de cette manifestation chiite dispersée par des tirs à balles réelles. Et puis, le dernier sujet, comme toujours, c'est le Togo. On va parler de 2020. La CDPA et la coalition Les Rassembleurs qui soutiennent Agbeyome Kodjo, le candidat de la dynamique Kodjo. Nous évoquons ces sujets ce soir avec Germain Sossou. Germain Sossou est acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir cher ami, bonsoir aux fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de votre prestigieuse émission. Adam Adjronou, DP de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir tous les Togolais et Togolaises qui nous suivent dans les téléphones du Togo. J'avais cru que vous étiez parti aussi à Kara. Heureusement, vous êtes à Lomé. Nous sommes là, qui assure quand même l'arrière. Voilà. D'accord. Le Soudan du Sud, pour ouvrir cette tranche, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont entamé de nouvelles discussions à Juba mercredi, en fait de s'accorder sur le nombre d'États régionaux du pays, une pierre d'achoppement des négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre 2018, les combats ont fortement diminué dans le pays, mais messieurs Kiir et Machar ne parviennent pas à concrétiser certaines dispositions cruciales de l'accord, dont le nombre d'États régionaux au sein du pays ainsi que le tracé de leurs frontières. Germain Sossou, on le voit entre ces deux hommes, il faut le dire clairement, ce n'est que le partage du butin qui divise. Oui, le partage du butin, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais à l'origine, si nous voulons passer sous silence les problèmes antérieurs de ce pays, vous savez que le Sud-Soudan, d'abord avant même d'accéder à l'indépendance, c'était des problèmes profonds, des problèmes politiques profonds. Puis au lendemain de l'autodétermination, ceux-là même qui hier se battaient pour la liberté et l'indépendance du Sud-Soudan se sont mis à se diviser. Et donc le Sud-Soudan vient de très loin, avec, je peux dire, au total 2 guerres civiles qui ont endeuillé donc ces pays, qui ont endeuillé totalement l'Afrique et qui ont mobilisé des énergies de gauche à droite. Donc il y a eu entre-temps des accords dans plusieurs pays, des implications. Et le plus grand problème qui revenait, c'est effectivement la question des terres, ce qu'on appelle les États. Donc, il y a eu des accords, les dernières négociations en Afrique du Sud, tout ça là. La question des États qui avaient été... on s'était entendu sur, je crois, 10 États, sur lesquels donc les accords devaient... Mais vous savez, le président Salva Kiir, lui, à un moment donné, a estimé stratégiquement qu'il fallait donc élargir le nombre d'États, donc de 10. Je crois qu'il va passer à 28, puis ensuite, à 32. À 32. Donc, à partir de cet instant, or, le problème oppose, lui, le président, et donc son rival de tous les jours, Riek Machar, qui n'est pas d'accord. Donc, voilà. Entre-temps, je viens donc de dire qu'il vient de très loin, il y a eu 2 guerres civiles. Donc, ce problème risque véritablement encore d'entraîner une autre guerre civile. Donc, il était important donc, de revenir sur cet aspect de la chose. Donc, le second était catégorique. Il estime qu'il faut revenir sur les anciens accords, donc sur les 10 États. Mais je crois qu'il a fait l'effort pour aller jusqu'à 21 États. Mais jusque-là, le problème n'est pas résolu. Alors donc, il est important, tout au moins important, que la communauté internationale s'investisse très rapidement. Et je crois qu'eux-mêmes, ils sont conscients, parce que je crois que les 2 guerres ont fait plus de 400 000 morts. Je crois 380 000 morts. Bon, voilà, près de 400 000 morts. Donc, et rien, avec beaucoup de Sud-Soudanais qui ont fui et qui sont partis à l'extérieur. Vous savez que ces guerres-là aussi sont allés au-delà du Sud-Soudan et ont entraîné des conséquences dans les autres pays. Donc, il est important qu'on trouve rapidement la solution sur la question des États. Est-ce que finalement, on s'entend sur les 21. Donc, le second qui a élargi jusqu'à 21, qui pense qu'il faut s'entendre sur 21 États.
Mais l'autre qui est stratégique, parce que par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, vous savez, quand il élargit les États, c'est que ça lui permet d'avoir beaucoup de alliés. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et donc, comme il est chef de l'État, il estime. Donc, est-ce qu'on va aller vers une nouvelle guerre civile s'il ne trouve pas des accords? Je crois que les deux grands responsables rivaux sont conscients et ils se sont entendus qu'il faut aller de l'avant. Adam Adjounous, aujourd'hui, on se dispute clairement le partage d'État, là. Oui, mais la grande question même qu'il faut se poser, vous savez, comme un écrivain qui dit, en réalité, lorsque vous prenez un peu ces deux entités, ou bien ces deux dirigeants, la grande question, c'est le régionalisme en réalité qu'ils utilisent. Lorsque vous prenez plus ces deux ethnies, il y a l'ethnie Nuer et l'ethnie Dinka. Oui, lorsque vous les prenez, vous allez constater que c'est le même chemin partout carrément en Afrique, lorsque vous les prenez, sauf que certaines démocraties célébrées qui arrivent un peu à se départir, où on se départit un peu de cette considération, mais pas à fond. Lorsque vous avez aujourd'hui, vous prenez ces deux États, je pense que c'est vrai que la guerre, depuis même l'indépendance de ce pays-là, et ils ont frôlé un peu la guerre civile, et rien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut quand même pas dire que ces réminiscences-là sont donc derrière nous. Et aujourd'hui, moi je crains beaucoup pour ce pays-là, parce que lorsque le Soudan du Sud se défait, normalement c'est son allié ou son voisin du Soudan qui se refait. Mais aujourd'hui, on voit que le Soudan aussi n'est plus tellement équilibré, et donc ça fait craindre réellement donc, des situations d'instabilité. Mais je pense que les problèmes de désaccord qu'il y a dans ce pays-là, et qu'on venait de le dire tout à l'heure, sont liés donc, aux dispositions de partage des États, je pense que dans ce pays-là. Et je pense que l'autre, c'est vrai qu'il avait perdu entre-temps de ses forces, parce que le groupe militaire ou les militaires de qui l'avait donc contraint, ou du moins avait donc il avait considérablement affaibli. Et aujourd'hui, il n'a plus le temps de se refaire entièrement. Et si depuis, vous allez constater que les accords ont été maintes fois reportés, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il savait qu'il n'avait plus, donc, disons, ces forces-là derrière lui, il fallait donc les reconstituer. Et pour la plupart du temps, ce sont donc des forces ethniques. Et il a fallu quand même qu'il se reconstitue entièrement avant donc de rebondir. Et je pense que lorsque, surtout la communauté sous-régionale ne prend pas, vous savez aussi, c'est le problème de la richesse du pays aussi, qui fait qu'aujourd'hui nous avons des tentacules avec des pays étrangers où chacun aussi essaie un peu de s'endosser donc pour faire un peu sa force. Et ça, je pense que c'est pas bien pour ces communautés sous-régionales qui doivent normalement, je pense que regarder tout droit les choses et pouvoir véritablement trancher pour permettre à ce que ce pays-là puisse retrouver une paix durable. En même temps, Germain, au-delà de la question des États, la question du partage des postes du gouvernement, même des députés à l'Assemblée, tout cela avait posé problème par le passé et semble être résolu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces deux hommes ont vraiment envie de faire la paix? Parce qu'on a vu le souverain pontife qui a même baisé les pieds de ces deux-là, mais rien n'y fit. Voilà. Vous savez, le problème du Sud-Soudan, c'est malheureusement la triste réalité je me permets de le dire, c'est une honte pour l'Afrique. On ne peut pas comprendre que les gens des mêmes pays, et c'est pour cela que des fois quand je m'exprime, je me dis, mais parfois aussi il faut aller au-delà de ce que nous voyons. Mais comment on ne peut pas comprendre que des gens qui veulent faire de la politique, parce que la politique, son objectif, c'est permettre aux gens de se sentir à l'aise. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous engager en politique, vous dites, vous voulez faire du bien, et finalement vous prenez des armes, et c'est des morts qui sont derrière. Alors, quel intérêt ils ont pour des frères qui veulent que le Sud-Soudan se développe, aide au décollage de l'Afrique,
qu'on dise qu'à chaque fois ils sont en guerre. Donc parfois aussi il faut regarder au-delà pour dire mais qu'est-ce qui sont ceux qui sont derrière? Parce que la question quand nous disons mais non, monsieur Soussou, vous voulez toujours rejeter les responsabilités sur les autres. Il faut regarder, vous regardez vous-même les Africains et tout ça là. Alors vous savez que l'Afrique même en tant que continent, c'est une question d'intérêt. Et l'Afrique regorge beaucoup de richesses à tel point que vous avez des forces qui viennent se greffer quand il y a des problèmes. Est-ce qu'ils veulent la paix? Moi, à cette question, je dirais oui, parce que vous ne pouvez pas dire vous aimez votre pays et ne pas vouloir la paix. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent vouloir la paix, mais ils sont accrochés à la guerre? Voilà. Donc c'est la problématique. Et c'est les intérêts. C'est pour cela que je vous parle d'intérêts. Et les intérêts, malheureusement, lorsque vous avez un président comme Salva Kiir, qui lui aussi a des soutiens, quoi qu'on en dise. Souvenez-vous, nous avons parlé tout à l'heure qu'avant même d'arriver à l'autodétermination, beaucoup de choses se sont passées avant. Et même la question du coup d'État, vous savez, il y a eu dans leur cheminement une question du coup d'État, je crois à partir de 2013, voilà. Il y a eu une sorte de tentative de coup d'État. C'est Kiir qui a accusé Machar de vouloir fomenter un coup d'État. Alors lorsque, l'étincelle qui a déclenché les choses. Vous savez, en Afrique, lorsque vous permettez de faire la réflexion, parfois aussi, l'exemple de la Côte d'Ivoire est là un peu partout. Lorsque les gens sont derrière tapis, ils veulent trouver des moyens pour soutirer des richesses en Afrique. C'est généralement des choses comme ça qui se... Et là, quand vous remontez, vous cherchez à savoir pourquoi un tel monsieur, avec son adversaire, comme on dit les frères ennemis, allait vers la paix, et subitement on dit maintenant qu'il prépare un coup d'État. Bon, alors d'où est-ce que ça vient? Pourquoi ça a été fait? Et effectivement, vous allez voir ce qui a suivi. Derrière tout ça là, il faut seulement jeter un coup d'œil sur les richesses de ce pays, notamment tout ce qui est les exploitations qui sont derrière. Vous allez comprendre pourquoi, malgré leur volonté d'aller vers la paix, pourquoi c'est si difficile. Donc, la problématique de l'indépendance de l'Afrique, de la capacité des États africains à être eux-mêmes et à pouvoir s'autodéterminer, à exploiter ce qu'ils ont comme richesse, c'est le plus grand problème qui fait que jusqu'à présent, dans certains pays d'Afrique, il y a toujours la guerre. Donc, il faut aller au-delà de la simple volonté des hommes de vouloir faire la paix et de regarder les exploitants qui sont greffés derrière et qui tirent les ficelles. Il y a un des conseillers de Salva Kiir, Tutkwe Gatluak, qui dit sur la question du nombre d'États, nous n'avons jusqu'à présent pas trouvé d'accord et la position du gouvernement n'a pas changé. Alors, si la position du gouvernement n'a pas changé, ça veut dire qu'on n'est pas proche de trouver un accord. Oui, c'est ça. Je le disais tantôt, vous savez, c'est là même le point de divergence entre les deux frères ennemis ou adversaires. Et lorsque vous prenez depuis 2011, je crois que ce pays-là a cédé à l'indépendance. En 2011, oui. 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont seulement ces questions-là. Or, lorsque vous prenez un peu les arguments qui sous-tendaient même l'indépendance de ce pays-là pour se démarquer du Soudan, de leur frère Soudan, du Soudan, c'était quand même avoir une autonomie dont développer le pays. Et lorsque nous prenons depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la question du développement n'est pas à l'ordre du jour. On prend donc tout le temps pour pouvoir donc régler ces questions de pouvoir donc limiter les frontières des États, prendre les questions de pouvoir avoir les intérêts qui courent, des situations ethniques, etc. Et le pays, depuis plus de 10 ans, est resté sans acte de développement. Et on ne sait où aujourd'hui, c'est un pays qui a qui exploite carrément le pétrole. Et de tous les pays pétroliers, nous savons ce que cela engage comme ressources donc pour procéder à des actes de développement. Et malheureusement, ce pays-là est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui comme ça. On ne parle que d'accords, de désaccords. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'acte de développement. Donc on se dit réellement que est-ce que les idées fondatrices qui ont amené même à l'indépendance de ce pays-là, ces idées-là aujourd'hui tiennent la route? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres qui tiraient les ficelles derrière donc pour les amener aujourd'hui, après avoir donc dissocié ce Soudan-là de l'autre Soudan? On n'est jamais arrivé donc à poser des actes de développement. Les populations ne sont jamais autonomes. S'ils le sont même, c'est d'une manière donc passerelle. Et aujourd'hui, ils en sont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je me demande même, est-ce que ce Soudan-là, est-ce qu'on arrive
arrive véritablement même à scolariser les enfants pour préparer l'avenir, pour préparer la progéniture. Parce que nous ne l'aurons pas. Il y a déjà plus de 10 ans que ça, c'est dans les départements, il n'y a pas date de développement. C'est les mêmes qui se tirent, c'est les mêmes qui sont en train donc de poser des actes de division, et au-delà de tout, ils ne pensent pas réellement donc à pouvoir donc poser des bases pour la progéniture. On va où dans tout ça là? Je pense que l'Afrique ou l'Union africaine a quand même un rôle très primordial à jouer dans ce conflit-là pour amener ce pays-là, au-delà de tout, à pouvoir poser des actes de développement. Malheureusement, dans ce genre de questions, on ne voit pas trop. C'est vrai que l'Union africaine, il y a un médiateur, le vice-président sud-africain et tout, mais ça ne semble pas véritablement régler la situation. Oui, mais avant même le cas du Sud-Soudan, je venais de donner le cas de la Côte d'Ivoire. Bien avant le cas de la Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, je crois que ça doit être dans les années 93, je crois bien, si, mais voilà. Il y a eu le cas de Pascal Lissouba, qui a été élu en tant que président. Et à l'époque, avant que c'était le Congo-Brazzaville, il y avait l'actuel président qui est au pouvoir. Vous allez voir comment Pascal Lissouba a quitté le pouvoir. Et quel était le motif? C'était une histoire de pétrole, voilà, c'était des choses comme ça. Voilà, et on l'a dégagé, voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, il y a ces questions-là, parfois, quand vous voyez l'Afrique, les États africains dans leur volonté d'être eux-mêmes, de s'autodéterminer, de prendre leur développement économique, parfois moi j'ai toujours dit ça, que nous avons notre part de responsabilité, mais la plupart des choses, c'est que c'est les gens et les intérêts économiques qui sont téléguidés. On vient de parler du Sud-Soudan. D'abord, si vous permettez, on va marquer la courte pause et on revient dans quelques secondes.